Bonjour Manon et merci d'avoir accepté mon invitation d'être avec nous ce soir. De rien et bonjour à toi. Donc toi tu es députée européenne de la France Insoumise. Alors aujourd'hui on est à la veille de ce qu'on a appelé le déconfinement ou la sortie du confinement. On apprend au fur et à mesure des articles de presse qui sortent que le gouvernement a hésité jusqu'au dernier moment à déconfiner l'Île-de-France et notamment eu égard de la problématique des transports en commun. Est-ce que toi tu es inquiète par ce qui va se passer ou ce qui peut se passer demain dans ces transports et pourquoi? Je crois que malheureusement, il y a plein de raisons d'être inquiet, pas parce qu'on veut être les oiseaux de mauvais augure ou qu'on dit que les choses vont forcément mal se passer, mais tous les indicateurs pointent du doigt et indiquent que la reprise sera extrêmement compliquée demain, particulièrement en région parisienne, et qu'on se dirige vers une espèce de chaos si on prend les problèmes les uns après les autres, à commencer par les transports. Moi, je veux bien qu'ils nous mettent 1 mètre de distance entre les gens, le port du masque obligatoire, etc. Mais dans ce cas-là, qu'ils fassent en sorte qu'il n'y ait pas trop de gens dans les transports et que l'activité économique ne reprenne pas pour tout le monde. Parce que concrètement, même avec le fait de détenir une autorisation obligatoire de son employeur, franchement, on a tous du mal à imaginer comment ça va se passer concrètement. Il va y avoir quoi, des agents RATP qui vont organiser les queues à l'intérieur et à l'extérieur, surtout des arrêts de métro. Je ne sais pas si tu imagines la ligne 13, pour ceux qui ont l'habitude de la prendre, enfin, la ligne 13 ou même la ligne 4, enfin, des lignes qui sont assez congestionnées habituellement. En fait, moi, j'ai du mal à imaginer comment ça peut fonctionner. La distanciation sociale dans les transports en commun et en particulier les métros les plus empruntés et les RER les plus empruntés. Ça, c'est pour les transports. Après, si tu penses aussi aux écoles, franchement, là aussi, c'est un chaos potentiel à la fois pour les familles qui se retrouvent. On dit que l'école, c'est sur une base volontaire, mais absolument pas. En fait, on ne donne pas le choix aux familles. Si les deux parents reprennent le travail, il faut qu'ils envoient leurs enfants. Sauf qu'il y a des écoles qui ne prennent pas les enfants. Et qu'en pratique, il y a déjà, au niveau français, 80% des écoles qui réouvrent, seulement entre guillemets. À Paris, c'est encore moins. Donc, en fait, les familles, parfois, se retrouvent à. Notre employeur nous dit d'aller travailler et on n'a personne pour les enfants, pour aller à l'école. Et puis surtout, je pense à tous les enseignants qu'on va mettre dans des situations extrêmement compliquées, à déjà devoir faire respecter des gestes barrières à des gamins, à des enfants en bas âge. Pour tous ceux qui ont des enfants, j'imagine que ça doit bien les faire rire. Et surtout, ce qu'on peut se demander aussi, c'est à partir du moment où il y a une partie des élèves qui retournent à l'école et l'autre partie qui doit suivre l'école à la maison, comment on fait? Les profs, ils se coupent en deux, ils font la moitié de leur cerveau avec ceux qui sont dans l'école et l'autre moitié du cerveau avec ceux qui ne sont pas à l'école. Bref, franchement, je pense que tout ça n'est pas sérieux. Et malheureusement, le gouvernement fait preuve du même amateurisme et du manque de préparation dans le déconfinement que ce qu'il a fait pendant le confinement. Et ça risque de produire des erreurs impardonnables et surtout, on risque dans 2 semaines, 3 semaines, s'il y a un rebond de l'épidémie, devoir se reconfiner. Enfin, et personne ne veut ça. Et évidemment, on veut tous retrouver notre liberté, mais je crois qu'il faut un peu mieux l'organiser. Et malheureusement, ce n'est pas ce que fait le gouvernement. Justement, tu as parlé de distanciation dans les transports. On a appris aujourd'hui, par la voix de Jean-Baptiste Djebari, une chose un peu surréaliste, c'est-à-dire que dans le transport aérien, l'État ne va pas obliger les compagnies à avoir une distanciation sociale. Donc, en clair, il va laisser ouverts tous les sièges, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi un tel choix? Et est-ce que c'est pas une fois de plus un renoncement du gouvernement devant le poids du lobby aérien, puisqu'on sait que certains PDG de compagnies, notamment low cost, ont dit que si elles devaient fermer un siège sur deux, elles ne réouvriraient pas. Oui, c'est clair qu'on peut s'interroger sur le choix. Il y a au moins un problème de cohérence. Pourquoi ce qui vaut dans un métro, dans un bus ou dans un train ne vaut pas dans un avion? A fortiori dans un avion, j'ai envie de dire, parce que vous êtes encore plus dans un espace confiné avec un air qui se renouvelle que dans l'espace de l'avion. Vous ne prenez pas l'air extérieur quand vous êtes en vol. Donc, il y a en effet un enjeu de cohérence majeur, probablement avec des intérêts financiers sous-jacents. On sait que l'Association internationale du transport aérien a été très active en matière de lobby ces dernières semaines. Il y a notamment un document accidentel, enfin un document interne qui a été publié accidentellement et qui décrivait une espèce de campagne globale et agressive pour obtenir le remplacement des obligations de remboursement des billets par des coupons et réduire les taxes environnementales. Donc, on sait qu'ils ont été très actifs.
On voit aussi que, bon, ce n'est pas que le sens de ta question, mais que la reprise du secteur aérien ne se fait pas forcément avec, et voire pas du tout avec des considérations écologiques, où on voit par exemple que le premier vol qu'a prévoit de réouvrir Air France, c'est le Paris-Bordeaux qui se fait en 2 heures. Et a priori, autant mettre plus de trains que mettre des avions. Et je réalise, pour compléter, c'est un bout de réponse aussi à ta première question, dans tout ça, on nous dit aussi que le port du masque doit être obligatoire. Ça vaut pour le transport aérien, et là, il y a une cohérence, et ça vaut pour les autres transports. Et en même temps, le gouvernement se refuse à donner et à distribuer gratuitement des masques, comme le fait l'Espagne. Et alors que ça devient un outil sanitaire indispensable, la moindre des choses pour le gouvernement, c'est de faire en sorte que tout le monde en ait accès gratuitement, à la fois parce que ce n'est pas efficace si tout le monde ne le porte pas, et à la fois parce que pour certains, 1 euro, 2 euros de masque à renouveler régulièrement, ça fait la différence quand on a du mal à remplir son frigo. Donc tu as parlé de l'Espagne, ça fait le lien avec l'Europe. Et s'il y a bien un élément aussi qui cristallise la crise sanitaire qu'on traverse depuis plusieurs semaines, c'est la gestion européenne de la crise, et notamment l'incapacité au plus haut niveau à se mettre d'accord sur une solidarité qui devrait être de fait normale avec les États qui sont en difficulté. Et cette semaine, il y a une décision qui est un peu technique, donc je vais nous expliquer tout ça, mais la Cour constitutionnelle allemande, C'est pas si technique que ça. en tout cas, pour certaines personnes, elle est un peu abstraite, puisque c'est des sujets qui Ouais. paraissent difficiles, mais elle a remis en cause, la Cour constitutionnelle allemande, le fait que la BCE rachète des actifs, si j'ai bien compris. Quelles sont les conséquences d'une telle décision? Quelles sont les conséquences politiques à court et à long terme? Bon, d'abord, sur ta première partie de la question, sur la réponse européenne, force est de constater que le chacun pour soi qui règne d'habitude en Europe a été encore plus exacerbé. On en arrivait à un point où les États se volaient des outils de protection sanitaire. Donc, on a l'Italie qui a volé des masques à la République tchèque. Non, pardon, la République tchèque qui a volé des masques à l'Italie, l'Italie qui a volé des respirateurs à la Grèce, la France qui a volé des masques à l'Espagne et à l'Italie. Bref, au lieu de se mettre autour de la table et dire « Ok, on a un danger en commun et affrontons-le ensemble en mettant en commun nos besoins, nos capacités de production de masques, de respirateurs, de médicaments aussi qui a manqué, en accueillant les uns chez les autres des malades », en fait, ça a été vraiment du chacun pour soi et chacun a poursuivi sa propre stratégie, ce qui, par ailleurs, est dangereux parce que cette règle du chacun pour soi risque en fait de faire revenir l'épidémie comme un boomerang s'il n'y a pas une coordination dans la stratégie de sortie du virus, y compris les étapes du déconfinement, etc. Donc malheureusement, c'est vrai que la concurrence élevée en dogme au niveau européen s'est retrouvée une fois de plus dans la gestion de cette crise, alors s'il y avait bien un moment où la faire tomber, c'était en ce moment. Ensuite, sur la réponse plus économique, et ça fait lien avec la décision de la Cour constitutionnelle allemande. Au niveau économique, on voit qu'il s'est passé à peu près la même chose, où ça a été un peu un chacun pour soi, et notamment les États du Nord. Franchement, c'est les États qu'on va appeler radins, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Eux ne voulaient pas de solidarité financière avec le sud de l'Union européenne. Et c'est là où il y a eu tout le débat sur est-ce qu'on mutualise les dettes pour pouvoir emprunter ensemble, que ça baisse nos taux d'intérêt et ça donne plus de marge de manœuvre budgétaire aux États. Bon, ça a des limites, hein, cette proposition, parce que ça reste une dette à rembourser et on va en parler après. Mais ça, c'est la première voie qui a été observée. Et puis, la Banque centrale européenne, elle, normalement, elle est indépendante. Donc, c'est-à-dire que nous, politiques, on ne peut pas lui donner de consignes. Et le seul truc qu'elle a pu faire, c'est de racheter des dettes des États. Donc, en gros, les États, ils contractent des dettes sur les marchés financiers. Et les marchés financiers leur prêtent de l'argent à des taux plus ou moins élevés en fonction des États. Genre, en ce moment, les marchés financiers préfèrent plutôt prêter à l'Allemagne et aux Pays-Bas qu'à l'Italie. La règle du marché s'impose, et s'impose y compris là avec des conséquences dramatiques, notamment pour les Italiens. Et cette décision de la Cour constitutionnelle allemande, en fait, c'est une décision sur ce programme de rachat de dette qui avait déjà commencé en 2015, à l'époque de Mario Draghi. Et la Cour constitutionnelle allemande a été saisie, alors c'est intéressant en plus parce qu'elle a été saisie par une alliance de l'extrême droite, de la droite conservatrice et des marchés financiers. Donc déjà, on voit un espèce d'axe de la droite conservatrice alliée aux marchés financiers, alliée à l'extrême droite. On voit que c'est
eux, en fait, qui détruisent toute forme de solidarité. Et ensuite, en gros, la décision, ce que dit la Cour constitutionnelle allemande, c'est que le programme de rachat de dette, que tu as appelé rachat d'actifs d'un point de vue technique, mais si on veut simplifier, c'est un programme de rachat de dette. La Cour constitutionnelle allemande juge que ce programme n'est pas valide et que parce que ça ne répond pas ou ça viole un article des traités européens, qui est l'article 123, qui consacre l'indépendance de la Banque centrale européenne. Et donc, du coup, la Cour constitutionnelle allemande a dit nous, notre banque allemande, notre banque nationale, ce qui est encore comme la Banque de France, elle ne peut pas participer à ce programme parce que ça ne respecte pas les traités européens et ça ne respecte pas la proportionnalité aussi qui doit être de mise entre les différents États européens. Et du coup, ce qui va se passer concrètement, c'est que la BCE, la Banque centrale européenne, a 3 mois pour justifier que ce programme respecte les traités. Alors, on peut avoir un débat juridique sur est-ce que ça respecte les traités ou pas, mais à la rigueur, pour moi, c'est plus le débat. On peut ici triturer, montrer que ça respecte plus ou moins les traités, mais déjà le programme il est largement insuffisant et ce que ça démontre surtout, c'est la fragilité du droit européen et c'est la nécessité aussi de remettre à plat complètement les règles de la gouvernance économique pour faire en sorte que la Banque centrale européenne puisse venir directement en aide aux États. Sinon c'est la fin de la zone euro. Et on l'a vu tout de suite après la décision de la Cour constitutionnelle allemande, l'euro a plongé. Le taux d'intérêt de la dette italienne a augmenté de 7 points, c'est-à-dire que ça coûte encore plus cher à l'Italie d'emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Et franchement, derrière cette décision qui peut paraître technique ou anecdotique, c'est vraiment l'avenir de la zone euro qui est mise en danger. Et plutôt que de rendre l'euro encore plus austéritaire, encore plus contraignant et de ne pas se servir de la politique monétaire comme un outil au service des peuples, le risque, c'est qu'il resserre encore plus la vis et qu'il limite encore les possibilités. Alors que pour moi, la solution, ce serait de dire, allez les gars, ok, c'est vrai que les traités européens nous empêchent d'agir et c'est l'occasion en particulier de revoir cette disposition sur l'indépendance de la Banque centrale européenne. Pour moi, c'est tout le combat politique qui a mené parce que franchement, à la fin, ce ne sera pas une décision technique, ce sera une décision politique. Et c'est là où les États européens doivent se bouger parce que sinon, on va tous tomber à la fois. Et l'Allemagne avec, d'ailleurs. Elle aurait tort de continuer à jouer son espèce de cavalier solitaire contre les autres États européens parce qu'à la fin, on risque tous d'en payer le prix avec une vraie crise des dettes souveraines, une incapacité des États à rembourser leurs dettes, l'euro qui plonge et à la fin, c'est les peuples européens qui vont en payer un bien fort coup. Justement, sur la question de la dette, tu as co-signé une tribune, je crois, cette semaine qui est passée dans les Échos avec des collègues députés à toi, notamment allemands, mais aussi espagnols et italiens, dont le titre, c'est « Faire tomber le mur de la dette en Europe ». Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a toujours le même argument, on nous dit « mais une dette, que vous soyez un particulier ou un État, il faut toujours la rembourser ». Et on nous avance toujours ça, mais qu'est-ce que tu entends quand tu veux dire « faire tomber le mur de la dette » ? C'est pas vrai déjà, c'est pas vrai en effet qu'une dette, il faut toujours la rembourser. Ce qu'on dit, c'est qu'on fait face à une crise exceptionnelle. Le PIB va chuter à minima de 10%, mais maintenant on est sur des prévisions qui peuvent avoisiner 15%, voire même près de 20% pour les États les plus touchés dans l'Union européenne. Les États ont dû faire des dépenses qui étaient imprévues, très importantes, et qu'il fallait faire et qui sont à mon sens pas suffisantes d'ailleurs. Et face à ça, la perspective de l'Union européenne, c'est de dire, bon, ok les gars, vous avez fait des dépenses, maintenant il faut nous rembourser. Et ce qui va se passer, c'est que le remboursement de la dette, c'est ce qu'on dit dans la tribune, va devenir le seul horizon des peuples européens. Et donc, on va se manger l'austérité qu'on s'est mangée les 10 dernières années, x10. x10. Donc, ça va être baisse des salaires, on va s'attaquer à nos retraites, on va s'attaquer à notre système de chômage. Bref, ce qui s'est passé ces dernières années, mais de manière encore plus puissante. Ce qui, par ailleurs, va aggraver les inégalités, va avoir aussi un impact sur la croissance économique. Ce qui, à mon sens, par ailleurs, même d'un point de vue libéral, serait contre-productif. Si on passe là-dessus. Et ce qu'on dit, c'est que c'est un danger énorme de se dire que le seul objectif de la politique économique doit être de rembourser la dette. Et nous, ce qu'on propose, c'est de sortir de cette logique-là.
en disant les États européens ne vont jamais disparaître. La France, ça ne va jamais disparaître, ça existera toujours. Alors, ce qu'on propose, c'est deux choses. Une première, c'est que la dette qui est détenue indirectement par la Banque centrale européenne, je parlais tout à l'heure du programme de rachat de dette, donc la France a contracté de la dette sur les marchés financiers, puis la BCE en a racheté une partie. Du coup, la BCE possède 20% de la dette française. Et bien, cette dette détenue par la BCE, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle dit « Ok, je transforme cette dette en dette perpétuelle ». Ça veut dire qu'au lieu d'avoir à la rembourser, au lieu d'avoir un horizon de 5 ans, 10 ans, cet horizon devient infini. Pour rassurer, on peut dire ça devient 100 ans, par exemple. Et dans 100 ans, ce titre de dette est remboursé par un nouveau titre de dette. Donc, en fait, c'est toujours un nouveau titre de dette qui remplace l'autre et concrètement, les États n'ont pas à rembourser. C'est une manière d'annuler une partie de la dette et de donner la marge de manœuvre budgétaire aux États membres pour investir dans les services publics, investir dans la réponse économique, venir en aide aux plus vulnérables. Et c'est ça la solution que l'on propose, au moins dans un premier temps. Ensuite, sur le long terme, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut changer les traités européens pour mettre un terme définitif à l'indépendance de la Banque centrale européenne. On est le seul endroit au monde où ça se passe de cette manière-là. Il n'y a pas de raison qu'on soit l'idiot utile du village planétaire. Et faire en sorte que la BCE puisse directement venir en aide aux États en leur offrant des prêts directs et des prêts perpétuels, donc ce système qu'on l'étendrait sur l'ensemble des prêts contractés par les États. Et si tu coordonnes ça avec en plus une réponse d'un point de vue fiscal, en taxant les plus hauts patrimoines, en taxant les profiteurs de guerre, entre guillemets, si on regarde leur logique de guerre, ceux qui se sont enrichis ces dernières semaines, on peut penser, je sais pas, à Carrefour, ces grandes boîtes qui ont fait un chiffre d'affaires incroyable. Et donc, si tu allies une réponse monétaire avec cette question de la dette à une réponse fiscale, là, tu as une réponse économique qui permet à la fois d'être à la hauteur de la crise et de faire en sorte que ce ne soient pas les plus vulnérables qui payent les pots cassés d'une situation dont ils ne sont pas responsables et dont sinon ils paieront le plus fort coup. Voilà la réponse économique qu'on propose. Et d'ailleurs, je constate qu'elle n'est pas si révolutionnaire que ça, parce qu'il y a même des libéraux qui commencent à nous donner raison sur l'annulation de la dette. Je ne sais pas si tu as vu, il y a même Dominique Strauss-Kahn, Alain Minc, qui est un vrai libéral pour le coup, qui dit bon, ok, maintenant ça suffit. Et c'est vrai que la dette, il faut en annuler une partie. Alors, je ne suis pas d'accord avec eux sur ce qu'ils peuvent raconter par ailleurs. Mais je constate que cette idée avance et à mon sens, ça va devenir inéluctable. Sinon, franchement, l'austérité qu'on va payer dans les prochaines années, elle va faire mal. Non, mais tu as raison, il y a quand même certaines bougées. On voit des gens qui n'étaient pas du bord politique des progressistes qui bougent sur certaines idées, donc c'est quand même positif. Il y a un autre sujet qui a fait un peu le buzz cette semaine, un meeting en ligne qui s'appelait Coronaviril, qui a été extrêmement suivi. Je n'ai pas les chiffres, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient connectés en ligne. Et aussi deux tribunes, je crois les deux, tu les as co-signées dans la semaine. Une qui s'appelait En finir avec le coronaviril, et l'autre, c'est Nous ne serons plus jamais les bonnes petites soldates de vos guerres. C'était quoi le message que vous entendiez et que vous entendez toujours faire passer avec ces communications et ces deux tribunes et ce meeting? Je crois que le message, il était double. Le message principal, c'est mettre à l'agenda la dimension féministe de la séquence. Parce que les femmes ont disparu de l'espace médiatique, de l'espace politique, alors que c'est sur elles que repose la réponse pratique au quotidien. Avec ces métiers essentiellement féminisés, on peut penser aux couturières qui, pour le coup, ont, y compris bénévolement, produit énormément de masques, aux caissières, aux aides-soignantes, aux infirmières, des métiers qui sont essentiellement féminisés, entre 80 et 90%, qui sont les soldates de la guerre qu'a voulu Emmanuel Macron et qui pour autant ne sont pas reconnus comme tels, ne sont pas valorisés financièrement. Là, le gouvernement a annoncé des primes, par exemple, pour les soignants, mais des primes, c'est temporaire. Si on pense que ces personnes-là jouent un rôle essentiel pour faire tenir notre société, c'est vrai en temps de crise, mais c'est vrai en dehors de la crise. Et c'est pour ça que nous, on se bat pour la revalorisation pérenne de ces salaires. Et ça, c'est un des premiers sujets qu'on a voulu mettre à l'ordre du jour pour que on entende ce message politique, pour qu'il soit porté et pour lui donner aussi, on l'espère, des occasions de victoire, parce que même politiquement, ce n'est pas un message qu'on entendait beaucoup être relayé. Et il y a un peu le sentiment,
aussi, tu vois, sur ces métiers, couturières, elles ont des compétences, autant les mettre à contribution. Souvent, on assimile les métiers du soin à des qualifications qui seraient des qualifications féminines naturelles. Mais est-ce que vous savez, quand vous êtes aide-soignante ou quand vous êtes d'ailleurs caissière, c'est des kilos et des kilos que vous portez chaque jour. Pour les caissières, par exemple, le fait juste de transporter ce que vous achetez en supermarché, c'est plusieurs tonnes par semaine qui sont portées par les caissières. Et c'est ce message que l'on a voulu porter. Et en même temps, je dirais, le message, il était double. On a voulu aussi pointer que le cadre médiatico-politique, si je peux dire, actuel, il reprend la rhétorique martiale que Macron a voulu sur le coronavirus. Et nous, on pense que la politique, ce n'est pas une arène avec des combattants, des généraux de guerre. Et on a parfois le sentiment que si on refuse ce cadre extrêmement viriliste, assez violent, de petits garçons qui jouent à la guerre, eh bien, on en devient insignifiante. Et on a voulu prendre le contre-pied de ça et dire que les femmes politiques avaient aussi un message à porter, d'autant plus dans un moment où la vision masculine d'un pouvoir brutal et solitaire montre son archaïsme, son inefficacité, et que, tu vois, tout ça pour nous, ce n'est pas seulement une question de la présence des femmes en politique, même si évidemment elle est centrale, c'est aussi un enjeu plus profond sur la manière d'appréhender le pouvoir, de répondre à la crise de confiance entre les citoyens et les responsables politiques, et sur une manière d'exercer le pouvoir aussi, qui est extrêmement viriliste. Et derrière, ça se retrouve dans la hiérarchisation des thèmes politiques qui sont portés. Et c'est pour ça qu'on a voulu mettre en avant ces thèmes politiques. Et c'est pour ça qu'on a organisé aussi ce meeting avec des caissières, des aides-soignantes, etc., des paroles que finalement on a peu entendues dans les médias ces dernières semaines. Désolée, ma réponse était un peu longue, mais c'est un sujet sur lequel malheureusement on n'a pas assez d'espace pour s'exprimer. Non, non, mais c'était très clair et c'est important de parler de ces sujets-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les médias, tu as raison. Et ma dernière question, elle est sur l'Europe. Donc, tu es députée européenne, tu as un regard particulier là-dessus. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a un véritable risque d'effondrement de la zone euro et de l'Europe telle que nous, on la considère. Qu'est-ce que ça doit être pour toi, l'Europe de demain? C'est une bonne question et je vais essayer de te répondre spontanément. Ça doit être le contre-pied total de ce qu'elle est à l'heure actuelle. Aujourd'hui, pour moi, l'Union européenne, elle est construite sur 3 dogmes. Celui de la concurrence libre et non faussée. C'est ça qui fait qu'entre les États de l'Union européenne, on fait de la concurrence fiscale, de la concurrence sociale sur le salaire minimum, etc. Et qu'au final, en faisant ça, on réduit au plus petit dénominateur commun nos droits sociaux ou la fiscalité des grandes entreprises ou des grands patrimoines, etc. Et qu'à la fin, on a un espace qui devient un espace de concurrence plutôt qu'un espace de coopération. Donc, concurrence libre et non faussée, premier dogme. Deuxième dogme, c'est, à mon sens, le libre-échange. Et on voit à quel point le libre-échange, elle nous a amené droit dans le mur. Pour produire des masques, on est dépendant de la Chine. Pour produire des médicaments, 80% des principes actifs sont produits hors de l'Union européenne. Et qu'à ce libre-échange, il faut répondre par un protectionnisme solidaire au sein de l'Union européenne, une réindustrialisation européenne qui nous permet de retrouver notre souveraineté industrielle, pas parce qu'on est d'affreux nationalistes, parce que c'est les conditions de notre indépendance pour répondre à des crises et les conditions de notre développement social et aussi une protection d'un point de vue écologique. Ça n'a aucun sens que les marchandises fassent trois fois le tour de la planète. Troisième dogme actuel de l'Union européenne, c'est l'austérité budgétaire qui contraint nos États membres et leur budget à investir notamment dans le progrès social, le progrès écologique, etc. Donc, on a ces 3 dogmes, concurrence libre et non faussée, libre-échange et austérité. Et à mon sens, il faut les balayer d'un revers de la main, dire qu'on n'en veut plus, c'est fini, et on réécrit une page blanche sur exactement l'inverse de ces 3 dogmes-là, à savoir une coopération en matière sociale et un socle minimum social et fiscal. Ça, c'est pour la concurrence libre et non faussée. Un protectionnisme solidaire qui remplace le libre-échange et ensuite un grand plan d'investissement social et écologique qui remplace l'austérité. Bref, c'est le contre-pied total
de ce sur quoi l'Union européenne a été construite pendant plusieurs décennies, d'où la difficulté à imposer cette petite révolution. Et en même temps, moi, je crois que la manière dont fonctionne l'Union européenne à l'heure actuelle, elle va droit dans le mur et elle risque de se disloquer elle-même. On l'a vu d'ailleurs en Italie, par exemple. L'adhésion à l'Union européenne, le sentiment européen recule avec une majorité d'Italiens qui sont désormais contre l'Union européenne parce qu'on a le sentiment, qu'on peut très bien comprendre, que l'Union européenne n'a pas été à la hauteur et que plutôt que nous protéger, elle nous met en danger. Et donc, si on veut, moi, si tu veux, je suis pour un projet de coopération entre les peuples, qu'on l'appelle l'Union européenne ou autre chose, mais sur des bases radicalement fondamentales. Et c'est pour ça qu'on se bat au Parlement européen et à l'échelon européen avec nos collègues européens, de Podemos en Espagne, nos collègues communistes du PTB en Belgique, etc. etc. Mais merci Manon pour cet éclairage et bon courage pour la suite parce que je vois que les batailles vont être nombreuses et bonne Merci à toi. sortie des confinements demain. Ça marche, merci à toi.